Bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau live, mais surtout pour une troisième partie de la foire aux questions de 2024. Encore une fois ce soir, nous sommes là pour parler de différentes choses. Je suis évidemment là pour répondre à d'éventuelles questions que vous me poserez dans le chat. On va commencer ce live par une petite section sur les films de 2025. Eh bien, voilà, j'ai pris, pour vous dire clairement, j'ai pris les sorties annoncées via des sites comme Mojo Box Office par exemple. Donc ce sont des sites qui sont à dominance américaine évidemment. Et nous savons aussi qu'il y a des films qui sortent en 2025 mais qui n'ont pas encore de date. Donc là, c'est principalement des choses qui vont être mises en valeur à un moment dans l'année, ou déjà qui ont commencé déjà, hein, et qui sont généralement des grosses productions. J'avais fait la revue des films, il n'y avait pas encore de date pour ce film-là, c'est Memory of the Snail, donc de Adam Elliott. C'est la mémoire de l'escargot, je crois, en français, Mémoire d'escargot, par le réalisateur de Marie et Max. L'animateur revient pour un long métrage qui se distingue de tout ce qu'il a fait avant par de la parole de la part de ses personnages. Il ne l'avait pas vraiment fait ou aussi bien intégré à sa narration dans ses films précédents. Là, nous avons vraiment des gens qui parlent entre eux. Là où avant c'était de la voix off, c'était du texte, c'était des expressions. Donc là c'est quelque chose qui est nouveau dans son parcours artistique. Et moi je vais voir le film, j'ai hâte de voir le film en janvier. Donc il sort je crois le 15 janvier. Mais je ne ferai pas de critique dessus parce que je considère que je préférerais prendre le bout par le début. Si je devais faire un propos sur Adam Elliott, je préférerais faire soit, comme vous avez pu le voir, une sorte de vidéo essai sur son style, soit prendre vraiment en critique par le début. Donc Harvey Kornpett et Marie Max. Et éventuellement agrémenté de quelques-uns de ses courts-métrages. Qu'est-ce qu'on a en 2025 ? Eh bien, je peux vous dire que c'est un peu catastrophique. Hein. En tout cas, dans le spectacle, je pense pas qu'on va avoir des choses de dingue. On aura Mickey 17. Si vous aimez bien des mecs qui meurent et qui revivent à l'infini, je pense que c'est un film qui vous intéressera. Moi, c'est pas trop mon trip. La bande-annonce avait l'air rigolote, voilà, avec Robert Pattinson qui meurt et qui revient, qui meurt et qui revient. Voilà, ça fait un peu, c'est des idées de boucle, c'est un petit peu comique, on sait pas trop où on va. Oh là là, c'est instable, c'est chaotique. Ok, très bien. Je cite les films. On souhaite que ces films marchent, hein, parce qu'après, ça fait venir de l'argent, donc l'argent qui sera réinvesti pour d'autres projets, pour d'autres choses. Mais là, comme ça, quand je vois la bande-annonce ne me convainc pas. Ensuite, un autre truc, je suis absolument pas convaincu, c'est Captain America Brave New World. C'est une énorme prod de je sais pas combien de centaines de millions de dollars, avec Falcon qui joue Captain America, et un pauvre Harrison Ford qui joue encore une fois le président. Si je veux avoir Harrison Ford en président, c'est Air Force One que j'irai voir, certainement pas ce film-là. Même si nous savons que tous les deux films sont un petit peu liés, hein. Il s'agit quand même de réaffirmer le pouvoir de l'Amérique. Nous avons un autre film pitoyable, tant qu'on y est. Là, on va enchaîner les trucs pourris. Hein. Snow White, Blanche-Neige. La bande-annonce donne pas envie. Et bien sûr, comme si ça ne pouvait pas tenir un film sur Blanche-Neige, il faut lui donner une allure moderne. Hein. Donc on retravaille un peu le mythe, on lui fait dire des choses modernes plutôt que faire un trip de l'époque où ça a été créé, hein. Mais c'est-à-dire des notions moyenâgeuses, hein. Là on fait la pauvre petite paysanne là qui se rebelle contre la reine. Quand tu te rebelles contre un roi ou la reine, en fait tu finis pendu. Je ne pense pas que les épisodes dans la forêt feront peur, donc on pourrait vraiment retrouver, vous savez, l'esprit de terreur de la séquence de la forêt du dessin animé, mais je pense que ce sera fade au possible. Ensuite, un autre film qui sort un peu de on ne sait où, Minecraft, le film.
Moi, je ne joue pas à Minecraft, donc je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais ça me semble complètement débile. Avec là, Jack Black, là, I'm Steve. J'ai cru comprendre que Steve, c'est le perso de base dans le jeu. Oui, Minecraft a peut-être un petit peu un lore avec les Slenderman, les zombies explosifs et Lender, je crois, ou Leder. Enfin, en gros, le deuxième monde par lequel on passe par les portails, je crois. Mais le truc a l'air complètement con. Les gens qui ont joué à Minecraft et qui ont fait des constructions, ils sont un peu intelligents. Ils savent que ce film, ils voient ça, ils sont censés fuir. Il vaut mieux faire une session de Minecraft sur le jeu même que d'aller voir le film, honnêtement. Lender, merci. Donc bon, ça, c'est aussi un truc à fuir. Ensuite, Thunderbolt, encore un truc Marvel là, bon, ça c'est pas très intéressant non plus. Un deuxième volet, parce que nous avions un volet de l'Exorciste Believer, je crois, un nom comme ça. Nous allons avoir un deuxième volet dans l'année. Bon, le premier volet n'était pas terrible, je ne pense pas que le deuxième volet soit mieux que ça. Je sais plus si le premier film avait bien marché. J'entends bien le premier film de cette série, hein. Le premier Exorciste a été un grand succès, mais celui-là, je sais plus s'il avait bien marché. Je ne toucherai pas au deuxième. Un autre film aussi qui a été annoncé, il a eu un trailer, une espèce de teaser qui est plus un trailer en fait, il montre quand même beaucoup de choses. C'est Mission Impossible 8 Final Reckoning ou un nom comme ça. Écoutez, ça donne quand même assez envie, avec la dernière phrase de Tom Cruise qui laisse suggérer que c'est le dernier. Vous savez, hein, ils savent faire tenir les gens un peu en haleine, hein, ça a l'air quand même assez palpitant. Mais bon, si c'est une structure du film autour des scènes d'action, je crois que c'est la chose la plus flemmarde qu'ils ont fait. Et c'est pas comme ça qu'on crée de l'action. Et qu'on crée un film mémorable aussi. Parce que c'était le cas du dernier. Dead Reckoning. Dead Reckoning fonctionnait autour de ces scènes d'action et ils ont brodé le scénario autour de ces scènes d'action qui étaient des fois tournées avant même que l'histoire ne soit terminée. Ça c'est un problème. Et c'est pas comme ça qu'on va renouveler le sang du film d'action. Je trouve ça juste minable. En effet, Simon, merci de le rappeler. En effet, le studio veut en tout cas jouer sur le fait que ce serait le dernier. Mais Tom Cruise ne serait pas d'accord. Ouais, oui, mais Tom Cruise. Mais qu'il aille faire son truc chez Inaritu. Ça lui détendra un petit peu le slip de son jeu d'acteur. Parce que pour l'instant, il est loin le Tom Cruise de Né un 4 juillet ou de Eyes Wide Shut. Il faut qu'il se ressource en fait. Il faut qu'il retrouve des cordes à son arc. Un autre film, je sais pas trop ce que je dois attendre de ce film-là, c'est Elio. C'est un Disney dans lequel un gamin est emporté par des aliens. Alors je sais plus si c'est un Disney ou si c'est un Pixar, mais vu que la frontière est de plus en plus ténue entre les deux, je ne sais plus du tout, je n'arrive plus à faire la distinction. Vu que les scénarios deviennent de plus en plus ridicules, ou nuls si vous préférez, en fait c'est indistinguable. J'avais vu, merci, ben écoute, c'est un Pixar mais ça en a pas l'air, hein. Ou alors ça en a l'air dans la stricte... comment dire, comment je peux formuler ça, ça a l'air d'être un Pixar dans la description d'un système bien rodé. Mais ça, je veux dire, on a déjà eu Soul, on a déjà vu vice versa. Commence à avoir un peu de vieilles ficelles qui nous sont présentées tout le temps. Je suis pas sûr que ça vaille la peine, en fait. D'ailleurs, je crois me souvenir que ce film avait eu une bande-annonce il y a très longtemps. Donc le film, il est littéralement pourri dans les cartons de Disney, hein, du studio Pixar, hein. Ils vont sortir ça comme ça, allez hop, on y va. Donc bon, moi ça c'est pas intéressant pour moi. Un autre film qui est pas intéressant, Ballerina, voilà, une espèce de spin-off de John Wick. Ils sont tellement pas sûrs de leur succès qu'ils ont foutu John Wick dans le film. On montre dans le trailer, voilà, il y a Keanu Reeves qui revient. Oh mon dieu, quand on fait ça, c'est que ça sent que le film il est compliqué. Ils sont repartis en tournage. J'avais écouté Monsieur Paf sur Twitch en parler. Ils sont repartis en tournage pour faire des scènes d'action carrément. Parce qu'il en manquait. Tu sens déjà que le film il fuit de tous les côtés. On a eu un tout petit teaser là il y a quelques temps, je crois aujourd'hui, je sais plus, de 28 ans plus tard, 28 années plus tard.
bon, je sais pas ce qu'ils vont raconter, des mecs isolés sur une île, parce qu'on voit une île dans le teaser. Ouais, bon, c'est encore une fois, c'est les tentatives pour relancer sur des franchises. Vous savez, comme ce qu'ils avaient fait Trainspotting 2, ben là, ils font un deuxième X années plus tard, 28 années plus tard. Bon, si vous voulez, bon, moi, je ne serai pas le public. J'avais bien aimé le premier, mais après, non, ça m'intéresse pas. Autre film, autre ambiance, F1. Donc, le film de Formule 1 avec Brad Pitt. C'est le réalisateur, si je me trompe pas, de Top Gun Maverick. On avait eu un teaser, ça a l'air d'être intéressant sur la forme, mais je suis pas sûr que... Enfin, je sais pas trop ce que ça va raconter, mais on espère bien sûr qu'il y ait assez d'engagement pour suivre les scènes justement de course, qu'il y en ait assez pour que le spectateur soit pris dedans. Après, ça a l'air d'être aussi une façon de filmer un petit peu comme dans Top Gun Maverick, où on a la caméra portée comme ça sur le devant de la voiture, bon, alors qu'on sait très bien qu'il y aura des effets spéciaux dans tous les sens pour recréer l'environnement autour. Tout ça est un petit peu vain. Tout comme un autre film qui est très très vain, comme How to Train Your Dragon, le film live. Hein, comme si on n'avait pas déjà aimé le premier film. Ah ben non, on va en faire un qui est en live. C'est-à-dire le premier film, mais exactement la même chose. Avec Gerard Butler qui cette fois-ci joue vraiment le père, physiquement. Mais on se dit, les mecs sont si désespérés que ça. Au secours. Oh là là, le trailer, il est bizarre, le trailer. On dirait, vous savez, on dirait un petit peu Warcraft. Warcraft, le film où les mecs, ils sont en train de singer, en fait, des choses qui sont en animation. Autant les dragons ont l'air très bien faits, mais quand il s'agit des humains, ça fait bizarre. Donc, bon... Moi, je suis pas friand des images que j'ai vues. En tout cas, on me fait le choix. Je regarderai plutôt le film d'animation que le film live, en fait. Et c'est pas une affaire, comme tu dis, Sociorama, de woke ou tout ça. Ça, je peux largement supporter, hein, qu'il y ait des changements de couleur de peau. Hein. Ça, c'est pas ça qui va m'arrêter de regarder un film. Mais c'est juste que le film d'animation fonctionne très bien. À mon avis, c'est pour des affaires de licence qu'ils veulent garder sous la main. Alors, ils refont un film. Je vois pas pourquoi ils feraient tous mal dépenser des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions pour refaire un film comme ça. Alors que le premier avait plutôt bien marché et je pense qu'il s'est très très bien vendu en support divers. Donc ça, c'est une vraie interrogation. Hein, parce que autant quand on dit voilà on refait Blanche-Neige, c'est un très vieux film Blanche-Neige, donc ok je peux comprendre, mais alors How to Train Your Dragon, ça date de 2011, c'est pas vieux. En effet, vous le dites dans le chat, hein, Simon, tu le dis, c'est un syndrome du fait qu'il y ait des Disney refabriqués en live qui ont du succès. DreamWorks, qui a quand même un bon catalogue, commence à se dire qu'ils peuvent le faire avec certains de leurs films, notamment le film où il y a un peu d'acteurs en live, Dragon. Écoutez, je sais que ce sera pas pour moi. Je pense qu'il y a beaucoup de films cette année. Je pense que cette année vous aurez très peu de films qui sortent directement. Alors bien sûr il y aura des petites sorties, et je vous invite bien sûr dans le chat à dire les films que vous attendez et que j'aurais peut-être pas dit dans ma liste, hein. Je suis sûr qu'il y a des films qui vont s'annoncer en cours d'année qui seront formidables, hein. Hein, et qu'on ira voir au cinéma. Mais bon, pour l'instant, c'est un petit peu cuit. Hein. En tout cas, dans les spectacles, les grands spectacles, c'est un petit peu caca. Hein. Donc ensuite, autre film. Alors là, pour le coup, on n'a aucune image, à part si une, sur Scarlett Johansson, Jurassic World Rebirth. Bon, on avait déjà dit que le film allait être sauvé, la franchise allait être sauvée avec Alfonso... c'était Cuarón qui... Non, c'était pas Cuarón qui avait fait le Fallen Kingdom. Bayona, merci Didi Max, c'était Bayona, parce que je me dis Cuarón, il aurait pas fait un truc aussi naze. C'était Bayona... C'était pas de bol, hein. Bayona qui a fait le Fallen Kingdom, et c'était pas très très bien, c'était à peine potable, voire con.
dans son scénario. Donc là, c'est Gareth Edwards qui a donc fait Rogue One, qui va faire le Jurassic World Rebirth. Il a sorti The Creator. The Creator, c'était quand même assez débile. C'était bien fait en facture, notamment pour les effets spéciaux. C'était très bien fait. Mais putain, qu'est-ce qu'on s'emmerdait. Hein. Cette espèce de jeu de piste pourri. Donc bon, là, voir Scarlett Johansson dans un rôle d'action un petit peu tenu... ça peut faire venir des gens qui veulent revoir un peu peut-être Scarlett Johansson en action, qui soit peut-être un peu autre chose que la Veuve Noire. Hein, moi, je l'avais bien aimé dans le rôle dans Ghost in the Shell. Donc, pourquoi pas, faut voir un peu comment c'est amené. Faut voir les premières images. Hein. La bande-annonce devra être convaincante, je pense. Ensuite, oh là là, un autre truc qui doit être convaincant dès la bande-annonce, parce que sinon tout le monde fuira, c'est Superman Legacy, donc le film de James Gunn. Alors, moi, je pars de base que je ne vais pas le voir, parce que c'est James Gunn. J'avais regardé son Suicide Squad, là, j'ai trouvé ça complètement naze. Toujours l'idée de casser des mythes, de tout démolir. C'est très amusant, et je pense que les Gardiens de la Galaxie s'y prêtaient. Mais quand on attaque d'autres figures, je pense que ce n'est pas la bonne chose à faire. Je pense que Superman, ça va pas être très beau à voir. Ça va pas être très épique à voir. Je voudrais qu'on me donne tort. Je souhaiterais que les premières images qui bougent, hein, parce qu'on a eu une ou deux images fixes, mais que les premières images qui bougent, hein, les véritables trailers du film, me donnent tort. Mais je pense que j'ai raison. Mais c'est pour ça qu'un trailer existe. Hein, c'est pour confirmer ou non aux gens l'intérêt qu'ils auraient de voir le film. Ensuite, un autre truc, oh là là, putain, le Fantastic Four, ça, je n'ai même pas envie d'en parler, parce qu'on ne sait pas grand-chose, hein. Mais bon, c'est la DA en mode années 50, là, ça ne m'intéresse pas. Aussi d'autres trucs, là, un Souviens l'été dernier, mais bon, arrêtez avec ces trucs-là, quoi. On ne sait même plus quoi raconter, ça c'est naze. Nobody 2... on s'en fout, il y avait déjà personne pour le premier, dans le deuxième il y aura personne d'autre qui viendra le voir. Il y aura... ça par contre, ça a eu un trailer, je crois. The Bad Guys 2, donc un film d'animation qui est donc suite de Bad Guys 1 avec les méchants, là, avec ce troupe de méchants, avec un loup là qui dirige la compagnie. Écoutez, le premier était très 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 sympa à regarder. Le deuxième a l'air d'être tout dans la même lignée, mais ça a l'air aussi assez télescopé, avec une autre team de bandits. J'allais dire une team femme et une team homme, mais dans la team du loup, il y a la hackeuse araignée, qui est une femme. Donc là, ils peuvent pas faire une coupure comme ça dans le scénario. Ça a l'air de rouler tout seul, mais voilà. Est-ce qu'on va voir ça au cinéma quand on est en famille, éventuellement? Moi tout seul, certainement pas. Mais je le regarderai à l'occasion, mais je ne dépenserai pas de l'argent pour le voir au cinéma. On a aussi des annonces, mais on ne sait pas exactement si ça sort cette année ou l'année prochaine. Enfin, qu'on se comprenne bien, cette année 2025 ou l'année prochaine encore. On a Saw 11, j'aurais jamais cru dire Saw 11, le 11e. On a un Blade, on a le prochain Paul Thomas Anderson avec, je crois, DiCaprio, Black Phone 2, mais des trucs, mais au secours, Mortal Kombat 2, la destruction finale, bien sûr, des trucs comme ça qui vont émerger à un moment et on va se dire, mais qu'est-ce que ça fout là, retourner dans le placard. Un autre film, je pense, qui sent le roussi, j'avais rapidement vu le synopsis, ça a l'air nul, c'est Tron Ares avec Jared Leto. À moins d'une grosse surprise au niveau des effets spéciaux, ce sera inintéressant. On a le problème, c'est que dès qu'il y a un succès, on va faire des suites. La Five Nights at Freddy's 2, le premier avait bien marché. Je l'ai pas vu, hein, donc je peux pas témoigner de la qualité déjà de la qualité du jeu. J'ai pas joué au jeu et de la qualité de l'adaptation. Mais bon, un deuxième. Si vous voulez, mais ce sera sans moi. Un nouveau film Bob l'éponge, pitié, arrêtez, au secours. Maintenant, il y a 3 films qui ont retenu mon attention. Enfin, parce que ce sont aussi les derniers de la liste. C'est Zootopia 2,
qui va avoir donc un volet second dans cette ville avec plein d'animaux. Et le premier était très divertissant dans l'utilisation des animaux, un petit peu finalement comme The Bad Guys. Donc faut voir un peu comment le scénario va travailler. Il y aura Avatar 3, qui normalement sortira l'année 2025, si ce n'est pas repoussé. Alors, Avatar 3... on a les premiers artworks qui me font penser à Avatar 1. Je suis pas sûr que ce soit une bonne sensation. Ça ne me donne pas envie de le voir. Encore une fois, on verra les premières images, on sera soufflé et on ira les voir comme des boutons. Mais là, comme ça, là, maintenant, c'est pas sur mon programme. Et ça pourrait l'être, hein. J'ai l'impression qu'il se mord la queue. Voilà. On revient dans les airs alors qu'on nous vante un monde de volcans et de feu. Donc bon, très bien. Mais là, pour le coup, j'attends de voir. Hein. Et on a un dernier film qui a d'ailleurs sa partie 1 actuellement au cinéma, c'est Wicked. Alors, moi, je n'ai rien contre les comédies musicales, mais je trouve que faire une origin story à Le Magicien d'Oz, c'est quand même ne pas trop avoir d'idées dans la tête. Moi, je n'ai pas vu la première partie. Je la regarderai à l'occasion. Hein, mais bon, c'est des espèces de shows de comédie musicale moderne, là, avec des chanteurs ou des chanteuses qui en font des tonnes. Enfin, c'est une façon de chanter qui moi, m'intéresse absolument pas. J'avais vu l'autre comédie musicale du réalisateur, là, Highlight 8, ou un nom comme ça, je sais plus, le truc qui se passe dans un quartier. Vous aurez sûrement le titre en tête, là, qu'il avait fait le réalisateur avant Wicked, qui était sympa, mais vraiment, tu sens que c'est un truc rodé. T'as l'impression de voir du high musical school, là, depuis le... In the Heights, merci Simon, merci beaucoup. In the Heights, oui. Moi, ça me donne l'impression de voir des comédies musicales bon marché, téléfilms pour les chaînes de Disney depuis 20 ans, quoi. Moi, je vous rappelle que Disney avait quand même produit un film de comédie musicale avec des zombies aux cheveux verts, qui s'appelait Zombies, je crois. Alors, je n'ai pas vu Wicked, si ça se trouve c'est très bien. Je regarderai, hein, par curiosité. Le film marche plutôt bien aux États-Unis. J'ai l'impression qu'il marche que aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons. Dès qu'on part ailleurs, je suis pas sûr que ça marche tant que ça. Hein. Ce qui est amusant, c'est qu'à l'inverse, Gladiator 2 marche très bien à l'international, mais pas des masses aux États-Unis. Donc c'est amusant de voir le switch. Bon, Wicked, il est clair qu'au vu du démarrage très fort, il surpassera largement Gladiator 2. Mais c'est amusant de voir comment le public réagit en fonction des deux films qui étaient sortis la même date. Quand je vois le sujet de ce film, je me dis, est-ce que ça a besoin d'avoir deux parties ? A-t-on vraiment besoin d'avoir un Magicien d'Oz, les origines? En plus, le pauvre Magicien d'Oz, c'est Jeff Goldblum qui le joue, mais pitié, arrêtez de lui foutre des rôles comme ça, quoi. Lui aussi, il s'enferme dans des trucs, bon. Tout ça est un petit peu triste, hein. Je trouve que, généralement, pour le spectacle, l'année 2025 est assez triste. Je ne suis pas sûr que ça va être une année qui va rapporter beaucoup d'argent. Je vais répondre aux questions de Bonjour qui m'avait posé des questions. J'ai vu le projet des Lettres de l'Angoisse qui allait bénéficier d'une suite. En effet, il y a les Lettres de l'Angoisse 2. Est-ce que tu aurais envie d'en réaliser un segment et si oui, sur quelles idées partirais-tu? Alors, de mémoire, les Lettres de l'Angoisse, c'est une lettre de l'alphabet par youtubeur, sachant que moi, j'avais émis mon souhait d'en faire un auprès d'Anthony Pazzona la dernière fois quand on s'était vu pour le premier Lettre de l'Angoisse. Bon, il semblerait que ça soit tombé dans les oreilles d'un sourd, mais c'est pas grave, moi je l'en veux pas. On peut pas se souvenir systématiquement des gens. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je te le dis honnêtement, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Sûrement un travail de collage. Mais tu vois, avec des archives, des trucs comme ça, j'aurais fait un truc comme ça, je pense. Avec des images libres de droit, j'aurais fait un bidule avec des stock shots, enfin je me serais arrangé, t'inquiète pas. Avec du sound design, j'aurais fait un truc un peu dégueulasse, tortureux, tu vois. J'aurais tordu les images.
J'aurais fait un montage à la Godard, un truc qui mette mal à l'aise, tu vois, avec des basses, des trucs qui, tu sais, comme dans le film de Gaspard Noé, là, Irréversible. J'aurais fait un truc comme ça, je me serais amusé. Hein. Mais après, il faut faire émerger, en fait, ça en 5 minutes. Faut être souple, voilà. Mais je pense que c'est possible. Mais ouais, j'aurais fait ça. S'il m'avait contacté. Après, il fera peut-être un Lettre de l'Angoisse 3. Donc là, bien sûr, vous savez, comme on dit, hein, quand on a fait le premier et après qu'on a fait le deuxième, on commence à chercher un peu plus loin, et ben, le troisième, on va faire les poubelles. Et qui y a dans les poubelles? C'est Bibi. Moi, ça m'étonnerait même pas. S'il en fait un troisième qui vienne me chercher, je me dis, tiens, là, comme par hasard, quand on a épuisé tous les copains et tous les gens un peu connus qu'il peut atteindre, ben là, on cherche les gens qu'il n'a peut-être pas envie de côtoyer. Espérons qu'il s'arrête dans ce cas-là ou deux. Ensuite, question suivante. Selon toi, la chronologie des médias est-elle obsolète ou indispensable pour protéger la santé de notre cinéma français? Risque-t-on de la voir disparaître un jour si de plus en plus de studios américains décident de ne plus sortir certains de leurs films en salle chez nous? Je me suis pas beaucoup posé la question de la chronologie des médias quand ça a été vivement débattu. Moi, je n'ai aucun problème à attendre un petit peu les films avant qu'ils sortent plus tard de façon officielle en support ou à la télé ou sur Canal+ ou tout ça. Moi, je fais partie d'une génération qui l'a vécu et ce n'est pas grave, hein. C'est pas comme si on n'avait pas de film à regarder entre temps, hein. Donc qui est 2-3 ans qui passent entre le moment où c'est sorti en cinéma et le moment où c'est sorti en vidéo, mais on s'en fout de ça. Là, les gens qui se plaignent, ce sont des zoomers qui ne peuvent pas supporter d'attendre. C'est tout. Il n'y a aucune autre raison. Si vous avez des raisons qui sont autres que ça, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Nous sommes aussi sur une génération de zoomers qui chialent tellement fort que, bien sûr, des plateformes comme Netflix ou Disney+, ou Amazon ou tout ça, donnent les films directement. Sans faire attendre, en faisant des sorties simultanées en salle et sur Netflix ou avec quelques semaines de décalage. C'est pour répondre à la demande des zoomers. Les zoomers ou les zoomers, c'est des gens qui sont nés, si je me souviens bien, fin 90, début 2000. Vis-à-vis de ta question, bonjour. Bon, il y a des logiques économiques, évidemment. Il y a des chaînes qui en ont parlé. Je pense à Game Focus qui en a parlé. Un souhait, pour moi, c'est que ça ne disparaisse pas, que ça soit maintenu. On peut le raccourcir un peu, mais je souhaite quand même que ça soit maintenu. Est-ce qu'on risque de le voir disparaître un jour? Si le public continue à faire sa diva et que les studios américains continuent à faire de la pression, c'est possible. Moi, je ne le souhaite pas, parce que moi, je peux largement encaisser le fait d'attendre. Donc oui, Terranio, j'avais vu ton message. As-tu peut-être déjà répondu à la question? Ça t'intéresserait de toucher aux images générées par IA pour un prochain mashup? Moi, ce que je vais travailler en mashup pour un mashup qui sera dans plusieurs années, hein, c'est le son. Et d'ailleurs, vous l'avez déjà entendu dans ma vidéo sur le montage. Quand vous entendez une personne qui dit « Envoyez le générique », c'est pas moi, c'est une IA. Une IA que j'ai pitché vers le bas. Et qui dit j'ai fait des tests avec des voix générées par IA et finalement j'en ai pris une qui me semblait être à peu près correcte et qui terminait la phrase vers le bas, alors qu'il y avait d'autres voix qui disaient envoyez le générique. Non mais c'est affreux, on peut pas terminer une phrase comme ça. Non, c'est envoyer le générique. Voilà, on descend vers le bas. J'ai déjà un petit peu utilisé de l'IA. Mais je voudrais le pousser davantage. Oui, je pense que je travaillerai sur l'IA, mais sur les images d'IA, je sais pas encore. Peut-être pas tout de suite. Mais ça m'intéresserait. Pour créer des stock shots éventuellement, pour faire du montage avec. Je n'exclus pas l'idée. C'est fascinant, c'est curieux. Ce sont des images curieuses. Et il est clair que des fois, vu les détails et les mouvements qu'ils arrivent à faire, c'est des trucs qui vont être exploités. Hein. J'ai envie aussi d'exploiter à mon niveau ça. Dans le cadre d'un mashup, ça je sais pas encore. Je suis déjà bien plus intéressé de chercher les images de films comme ça avant d'être intéressé. Après, il faut aussi avoir les logiciels. Les plus intéressants sont sûrement payants. J'ai pas beaucoup d'argent, donc je vais pas dépenser dans ça. Sur le coup, oui.
Oui, pour répondre à ta question, ouais, ça peut m'intéresser. Mais il y a encore pas mal de paramètres avant d'être engagé là-dedans, évidemment. Ah oui, il y avait quelque chose qui avait émergé il y a quelque temps. Quelque chose que je trouve triste parce que je vous parle souvent d'éducation à l'image, mais il y a au gouvernement un procédé d'éducation à l'image. Il y a de l'argent qui est disponible pour cela. Via des sorties, un accompagnement des élèves en classe, des écoles qui ont des options de cinéma, tout ça. Eh bien, il se trouve qu'il y a le département du Nord qui annonce mettre un terme au dispositif collège et cinéma. C'est un dispositif que moi j'ai vécu. Donc c'est une éducation à l'image, une expérience de la salle de cinéma autour d'un film qui n'a pas été souhaité par les élèves. Donc c'est un film qu'on va les amener à s'ouvrir à quelque chose d'autre. On va les accompagner dans la pensée du film, le questionnement du film avec des livrets pédagogiques qui sont fabriqués par le CNC. Et on a donc Christian Poiré qui s'est chargé de la communication, qui a dit, je ne sais plus si c'est le préfet ou un administrateur de la région, je ne l'ai pas marqué dans mes notes, vous ne pensez pas qu'ils peuvent y aller avec leurs parents? Ouais, mais ça, on sait très bien que les parents ne s'occupent pas de l'éducation à l'image de leurs enfants. Ils leur montrent des films. Bah, tout comme, voilà, dans la famille, moi j'ai 2 petits-neveux, on leur montre des films. Mais est-ce qu'on les éduque à l'image? Est-ce qu'on les accompagne dans la pensée du film? Pourquoi tu as eu cette sensation? Quelle est l'histoire du film et comment c'est raconté? Non. Et c'est pas les parents qui vont le faire. Il y a quelques parents qui le font parce qu'eux, ils ont des affinités avec l'image. Mais généralement, les parents, ils vont au cinéma pour que l'enfant il soit rassasié, qu'il voit son héros préféré, pour avoir la paix aussi. Parce que des fois, ils demandent à la mamie d'emmener les enfants à l'école pendant que les parents ils peuvent être tranquilles tous les deux. Ça n'a pas des vertus d'éducation à l'image d'aller voir des films avec les parents. À aucun moment, moi j'ai eu une éducation à l'image en allant voir des films avec mon père ou avec d'autres membres de la famille. On discutait du film comme ça en sortant de salle, mais c'est t'as aimé, t'as pas aimé, t'as aimé quelle scène, voilà, ça s'arrêtait là. Là, le dispositif de l'école, c'est de l'éducation à l'image. Mais cette notion d'éducation à l'image, elle est malmenée, mais d'une façon, mais c'est spectaculaire. Et c'est en cela que moi je considère important le travail qu'on fait en tant qu'influenceur de cinéma, d'influenceurs qui veulent faire un peu autre chose que simplement dire ouais, le film qui vient de sortir, il est cool, il est pas cool, j'ai aimé, j'ai pas aimé. Il y a quelque chose de plus vaste en fait. On sait très bien, on fait le sacrifice de l'environnement, de l'éducation, de la culture, tout ça va disparaître, hein. Alors, l'opération sortie de cinéma s'est divisée quasiment par 2. 2,1 millions, ça passerait à 1,1 million d'euros d'alloués. On sait que le budget de la culture, c'est moins de 1% du budget général. C'était 0,6% en 2024 sur le budget du gouvernement. Donc, je pense que, honnêtement, ça ne devrait pas être dans celui-là qu'on coupe. Moins d'1%. Vous vous rendez compte? Même avec ça, on veut quand même nous casser les couilles et nous enlever des choses. Si après, nous avons affaire à des générations entières qui se font manipuler, qui n'ont aucun regard critique sur les images qu'ils voient, qui deviennent débiles parce qu'ils n'ont pas eu d'éducation à l'image, parce qu'on n'aura pas vu la valeur de ce que c'est que l'image dans le début du millénaire, écoutez, si on a des générations complètement connes qui font venir au pouvoir des gens dangereux, on saura d'où ça vient, hein. On sait très bien de toute façon qu'il y a un manque d'éducation. Un manque d'éducation amène à des jugements de valeur qui sont biaisés, voire dangereux. Nous le savons. C'est peu à peu, on enlève la culture de l'image, on enlève l'éducation à l'image, et on n'a plus aucun rapport critique. Et je parle même pas aimer l'esthétique. C'est juste ne pas se laisser bercer, voilà, c'est le terme que je cherchais, bercer par les images. Et ça revenait à, encore une fois, ce que je vous disais, il y a 1 ou 2 lives sur les monteurs, là sur les Discord, les monteurs qui ne pensaient qu'à la technologie, qu'un rapport technologie au montage, plutôt qu'une technique, c'est-à-dire qu'un langage et une technique de montage, et pas le rapport technologique.
Ce sont des gens qui montent super bien, mais quand il s'agit d'avoir un rapport critique avec le travail qu'ils viennent de fabriquer, ils en sont incapables. Bah ouais. Donc on pourrait leur demander de monter, je sais pas moi, de monter un spot publicitaire qui prône le fascisme, ils verraient même pas la différence. Ils verraient même pas le problème. Donc bon, écoutez, du moment c'est que les gens qui sont là, qui m'écoutent à presque 23 heures, savent qu'il faut se poser des questions quand on regarde une image, et qui plus est maintenant avec l'IA qui commence à arriver dans les pubs et tout ça. Je tiens à quand même rappeler qu'il y a une pub Yop qui tourne un peu en boucle sur Twitch et sur YouTube un petit peu, je crois, qui a été faite avec de l'IA. Mais ce sont des visages et tout ça, donc on pourrait se dire, ah, mais c'est des gens... Non, c'est de l'IA. Le monde de l'art, sans mes impôts, il devient quoi? Ben, il devient du mécénat. Donc là, quand tu parles de fonds privés, là, tu vas en déguster, hein. Déjà qu'on a tellement de mécénat sur YouTube. Quand les gens ils vous demandent de vous abonner et tout ça, on fait du mécénat. On est des tout petits mécènes, mais on fait du mécénat. Le problème est que le cinéma semble être perçu comme un loisir bourgeois. Au vu des prix, je peux comprendre. Car les prolos éreintés par leur taf... On dirait, tu sais, Arthur, tu dis ça... Attends, je termine ta phrase. Car les prolos éreintés par leur taf... sinon de l'esprit de médiocrité intellectuelle pour ne pas se prendre la tête. Tu sais, moi, ça me fait penser à Yannick, le film Yannick, où le mec, il vient pour passer un bon moment et en fait, il se fait chier devant la pièce de théâtre, il a envie de la changer. Quand on voit le prix du billet, t'as pas envie de te déplacer, en fait. Là, c'est un rapport de lecture où tu vas voir un film, mais après, ce dont je parle, c'est aussi le travail après. De te poser la question. Bien sûr, il y a des gens qui sont très accaparés par leur boulot et qui cherchent à se détendre. Je l'entends. Mais après, qu'ils ne viennent pas se plaindre qu'il y ait quelque chose qui tourne pas rond dans notre monde, au niveau des médias, au niveau des images. Les gens qui ne s'autorisent pas à penser ou à être curieux quand ils regardent un film m'agacent au plus haut point. Oui. Ou au moins, il ne s'agit pas de se remettre en cause à chaque fois qu'on voit un film et tout ça, mais au moins percevoir qu'il y a des choses qui sont dites dans le film qui peuvent échapper à la première lecture. Je parle même pas forcément de politique, mais être sensible à un discours, que le film résonne aussi avec le présent, un petit peu. Faut pas nier le travail d'influence qu'on fait, hein. Et il faut en être conscient aussi. Je vois les gens qui ont 100 000, 200 000 abonnés et qui agissent comme s'ils n'avaient pas d'influence. Mais c'est faux. C'est par dévotion envers l'art, en tant qu'amateur et que influenceur, on pourrait dire, que tu te dois de communiquer et de la manière la plus juste ou la plus documentée, la plus éclairée possible, et pas faire comme certains cons d'influenceurs, hein, mais qui ne sont pas des influenceurs cinéma, malheureusement, sur X, qui disent des bêtises, mais vraiment des cruautés sur le cinéma, enfin sans être informés de quoi que ce soit. Moi, je pense à des influenceurs qui sont plus de l'ordre du streaming, hein, des influenceurs comme Avamind, qui est une influenceuse qui a un gros parcours, qui est actuellement plus dans la musique, mais qui fait des streams sur Twitch, qui a quand même plus de 100 000 followers, ça fait beaucoup, et qui se permet de cracher à la gueule des films français, d'avoir des idées reçues sur le CNC, sur le financement des films, au moment même où Marc Moquin tordait les idées reçues sur X avec un listing des films soutenus qui avait l'air très intéressant, avec des images, il nous montrait ça et tout ça. Donc c'est intéressant comme ces gens envoient du venin sans même savoir de quoi ils parlent. Hein, ça crache sur les films français avec des scénarios à la con en disant que c'est financé à donf et qu'elle voudrait voir d'autres choses, et juste après, elle cite des trucs plus pires que des séries Z, des aliens tampons et des gars et chats robots, et tu te dis mais qu'est-ce que ces gens ont dans la tête en fait quand ils parlent de cinéma. Après, faut les excuser les pauvres, hein, c'est pas leur tasse de thé, hein. Je dis ça avec un ton absolument méprisant et c'est voulu. Ces gens, ils doivent juste rester dans leur domaine. Là, c'est ridicule, hein. Mais je dis ça, c'est ridicule. Mais parce qu'à un moment, je me suis renseigné. J'ai écouté les gens
en parler, j'ai écouté Samir en parler, j'ai suivi quelques conseils proposés par Antoine Goya quand il faisait des suggestions de cinéma. J'ai écouté ça, je me suis ouvert, ou on va dire que je suis plus sensible à la diversité, même si dans ce que je regarde naturellement, la diversité est plus réduite que du cinéma américain ou des classiques d'antan. J'avais vu récemment À plein temps. Super! Alors moi je me suis dit, bon, c'est déjà la monteuse de Mustang, donc il est fort probable que ce soit très intéressant. Et en effet, les 14 premières minutes, elles sont incroyables. Et le film, il te prend, il te cueille le film. C'est formidable, À plein temps. Hein. J'ai vraiment beaucoup aimé. Hein. Après, c'est un film cruel. Donc il faut accepter aussi que le film soit cruel avec toi, parce que ça présente une femme qui galère. Mais c'est remarquablement bien montré. Hein. Donc il faut se battre. Il faut pas se battre, il faut pas aller pester contre les gens qui n'y connaissent rien. Hein. Moi là j'ai cité Avamain, mais il y en a d'autres. Hein. Mais il faut faire dans ce cas-là son travail personnel de mettre en avant des choses à son niveau, à son rythme, hein, pour lutter contre les mauvaises langues ou contre des comptes qui sont là pour nuire. Vous savez, qui sont un peu en vase clos, qui continuent à tourner un peu en boucle sur toujours les mêmes trucs. Vous savez, la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, ou je sais pas quoi, le film là, sans penser un peu plus loin, sans aller ailleurs en fait, sans être curieux. Les films d'animation qui vous arrachent la rétine et hop, on ressort Spider-Man, Cross the Spider-Verse, tout ça là, oh là là, putain, allez voir ailleurs quoi. Allez voir ailleurs si l'animation y est quoi. Faut rester solide sur les appuis hein, pour pas péter un câble et pour continuer son travail d'influence. À son niveau, il ne s'agit pas d'aller chercher ces gens-là et de leur expliquer la vie ou de leur expliquer ce que c'est que le cinéma ou ce que c'est que l'art. Non, de toute façon, on n'y arrivera pas. Mais de faire son travail personnel, avancer tranquillement. Ça m'amène à un autre point qui est intéressant aussi. Et c'était quelque chose qui avait été cité dans le chat dans un live de chez Microciné. C'était un des lives avec Emmanuel Burdeau, un des premiers lives. C'est on y reviendra, numéro 3. Dans le chat, il y a eu un abonné, je pense, un abonné qui s'appelle Nald, qui disait « Pourquoi déclamer un poème dans le désert ?» En parlant du critique, évidemment. C'est-à-dire pourquoi on devrait se faire chier, nous, critiques, ou nous, influenceurs sur YouTube parlant de cinéma, à parler d'un film que personne n'a vu, ou dans une vidéo que personne ne regardera. Et moi, j'ai répondu à cette personne parce qu'on y croit, et qu'on a besoin de le dire, des fois même pour soi-même. Et c'est justement ce qui nous indique, qui nous aiguille vers des choix de films. Des films, on considère qu'on a besoin d'en parler pour soi. Et Nald répondait à mon commentaire « Alors, tu te trompes de médium, tu utilises YouTube dans l'espoir d'avoir une oreille de l'autre côté du téléphone. Et il dit « Si tu veux exprimer, tu crées une œuvre. » Oui, sauf que bon, je pense pas qu'ils comprennent vraiment ce que c'est que l'appareil critique. En fait, il y a faire œuvre pour parler de ce qu'on ressent, et il y a la critique, c'est-à-dire émettre un regard. Je pense que lui, il ne savait même pas ce que c'était que la critique. Comme ça, il débarquait dans le live de Microciné sans trop savoir de quoi on parle. Je pense qu'il y a des gens qui ne perçoivent absolument pas ce que c'est le pan critique dans l'histoire du cinéma. Et ça revenait à ce que je vous disais dans une partie précédente, qui était la différence entre les professionnels et le critique. Il y a une véritable ignorance, voire même un rejet, une défense de la critique, de la pensée critique. Et il ne s'agit pas de dire « je suis critique », mais d'avoir une pensée qui questionne les émotions, questionne la forme, le fond, mais de simples questions. Il ne s'agit pas de se torturer l'esprit à coups de texte et de philosophie. Il s'agit juste de se poser quelques questions par rapport à ce qu'on a vu. Pourquoi j'ai la sensation dans un plein temps d'être oppressé? Parce que c'est une sensation que j'ai eue quand j'ai regardé un plein temps. Eh bien parce qu'il y a des efforts scénaristiques et de mise en scène via le montage qui me donnent ces sensations. Mais quels sont donc dans ce cas-là ces éléments? Et on commence comme ça. Mais dans ce cas-là, est-ce que ces éléments fonctionnent bien? Est-ce qu'à des moments, ces éléments ne fonctionnent pas? Moi, je trouve qu'ils fonctionnent bien du début à la fin.
C'est peut-être l'équilibre scénaristique que je pourrais remettre en cause. Mais le tout fonctionne très très bien. Mais il faut avoir une pensée critique, il faut avoir aussi des exemples à citer, donc il faut avoir vu un petit peu de film. Le dire j'aime bien ou j'aime pas, bon c'est très bien, c'est cool quand on est au bar, quoi. Mais à un moment, élaborer une pensée et pouvoir bien expliquer à la personne en face pourquoi on aime ou pourquoi on n'aime pas, ah bah ça nécessite un travail. Et il est clair que je trouve les gens qui font dans l'influence, voire même, je parlais d'Avamind, mais tout d'un coup, si elle se met à critiquer un album qu'elle aime beaucoup, enfin qu'elle a découvert, ou des gens qui font de la critique de jeux vidéo, bah là, ça nécessite aussi d'avoir de l'expérience, de connaître du gameplay, de connaître peut-être un peu le codage si on connaît un peu les logiciels de 3D, de connaître un peu l'économie, comment ça fonctionne, parce que financer un jeu vidéo, c'est pas la même chose que financer un film. Il y a des paramètres, et avec ces paramètres, on va pouvoir penser une critique. Moi, j'entendais les gens parler de Stalker 2 et du dernier Indiana Jones. Moi, j'ai vu des images de Indiana Jones, de gens jouer à Indiana Jones. Ça a l'air infâme. Et j'ai entendu, voilà, ces gens développer un rapport critique avec le Indiana Jones là et le grand cercle ancien ou un nom comme ça. Ça me semble être juste. J'ai pas joué au jeu moi-même, donc j'ai quand même une distance avec ça. Il faut savoir se replacer là où on est. Mais au vu de ce qu'ils disent, ça me semble être des critiques intéressantes. Tu peux pas dire juste si tu t'exprimes, tu fais œuvre et tu t'as pas à le critiquer. Ben si, ça fait partie de l'objet critique. Et si je devais casser un peu les couilles en citant un philosophe, je crois bien que c'était Jacques Rancière qui disait que finalement le spectateur est aussi créateur. Hein, dans un de ses textes. Alors je saurais plus dire lequel, mais c'est un truc que j'avais poncé comme un fou furieux à l'université. Sur Pedro Costa, c'est un texte sur Pedro Costa où finalement le spectateur fait œuvre. D'ailleurs, je crois que c'est le titre du texte, faire œuvre. Il me semble, hein, voilà, de mémoire, très ancienne mémoire, peut-être de 2013, je crois, 2012-2013. Non, 2012. Pour moi, quand on dit qu'on se trompe, et d'ailleurs qu'on se trompe, pour terminer sur Nald, qu'on ne devrait pas utiliser YouTube, au contraire, je pense que YouTube est là pour le partage. Davantage que pour émettre, enfin pour créer une chaîne qui va être rentable en termes de vues, d'argent, tout ça. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé après. Là, vous avez en face de vous un individu, on va dire un dinosaure, parce que là, je vois le pseudo enfin, je vois l'avatar de Luc, un dinosaure qui était là en 2011-2012. Je peux vous assurer qu'en 2011-2012, il n'y a qu'une poignée de chaînes qui pensaient que peut-être il pourrait gagner un petit peu d'argent. Hein. Tout le reste, c'était, bon, on partage parce que c'est la passion du partage, parce qu'on a envie de s'exprimer, tout simplement. Le mec, en 2006, quand il a posté sa vidéo au zoo, le mec, c'est la première vidéo sur YouTube, il me semble, c'est un mec qui était au zoo, qui se filmait, bon, bah, je suis au zoo, c'est cool, parce qu'il avait juste envie de le présenter, quoi. C'est tout. Il avait juste envie de s'exprimer. Et c'est comme ça que ça doit être de base quand tu veux faire des vidéos sur YouTube. Maintenant, il y a des business plans et tout ça, ça s'est industrialisé, ça s'est capitalisé. On le partage parce qu'on ressent le besoin de le faire. Il y a des gens pour qui c'est une notion qui n'est pas évidente, mais parce que ce sont aussi des jeunes générations dans l'utilisation de YouTube. Didi Mac, tu dis, l'art de manière générale vit uniquement s'il est reçu. Les critiques participent à faire vivre le cinéma et à le questionner. Et à faire vivre, pour continuer sur ta parole, à le faire vivre à travers des redécouvertes. Le cinéma commence à être âgé maintenant. Pas du tout par rapport à d'autres arts, nous sommes d'accord, mais par rapport à tout ce qu'il a vécu. C'est un art qui est très vif. Et il y a des films qui sont redécouverts. Et qui sont redécouverts par quoi ? Des gens qui travaillent en archives, des restaurateurs et des critiques. Des critiques, évidemment. Bertrand Tavernier, en France, a fait redécouvrir Michael Powell. On peut pas couper comme ça l'herbe sous le pied de la critique comme ça. Je pense que c'est la méconnaissance qui nous fait, encore une fois, des influenceurs qui font pas leur boulot. Hein, on en revient à la même chose. Hein. À un moment, tu vas croiser les gens. Il faut juste y croire jusqu'au bout. Et tu vas croiser des gens, tu vas influencer. Mais si tu influences 10 personnes, c'est formidable. Encore une fois, il ne faut pas se fixer des objectifs de quantité. Vous préférez sauver 10 personnes sûres
ou avoir le potentiel de sauver ou d'influencer 100 personnes, sans être sûr que vous allez l'atteindre. Je préfère, moi, personnellement, sauver ou influencer 10 personnes. Là, je suis sûr que ces 10 personnes, elles sont influencées. Qu'elles vont dans une direction qui me semble être la bonne. Plutôt que me dire, peut-être que potentiellement 100 personnes vont être... Non, c'est le goût du risque, hein, c'est la mise en bourse de notre capacité d'influence, hein, là. On joue sur le risque, sur le potentiel de toucher plus de gens. Mais le potentiel, c'est potentiellement, c'est pas sûr, c'est pas assuré. Moi, je préfère m'assurer, en fait, d'un rythme plus lent, d'une chaîne qui est plus longue, enfin, à suivre, que d'avoir des formats courts qui s'enchaînent sur des sujets populaires. Tu sais, c'est pas évident, après, de dire « je suis youtubeur » et hop, dès que tu dis que t'es youtubeur ou t'es influenceur sur YouTube, t'as des étiquettes qui te sont collées dessus, alors que toi, tu manges pas de ce pain-là. De vivre là-dedans. Parce que tu as une petite ouverture de médiatisation, et ça t'est teinté par des gens plus grands qui viennent avec un énorme parasol et te couper tout le soleil. Tu as de la luminosité, mais tu n'as pas le soleil sur ta gueule. Pendant qu'eux, ils prennent tout. Et bien sûr, quand leur parasol commence à brûler parce que le soleil est trop intense, bah toi, tu te prends des retombées de flammes. Alors que toi, tu as jamais été en contact avec le soleil. Donc c'est un peu ça en fait le projet. Quand les gros ne font pas leur travail, bah t'as les petits qui tringlent aussi au niveau de la réputation. Parce qu'ils sont englobés. Tout est englobé. Et les gens font pas de recherche, évidemment. Donc considère que les plus grands sont les responsables et les fers de lance d'une masse qui est semblable. Et c'est faux. Mais bon, encore une fois, nous savons très bien que les gens sont cons. Donc... bah on y va avec des clichés comme ça. Et ça pour tous les domaines. Hein. Tous les domaines. Bien sûr, il faut pas faire de généralité, mais parce que toi, tu as la science, l'intelligence et l'émotion de pas faire les généralités. Et c'est très bien, c'est une super bonne valeur de pas faire de généralité. Combien de gens le font? Combien de gens le font? Par abus de langage ou réellement? Donc il faut se battre avec tout ça. C'est très éreintant de voir ça, ces clichés, tenir d'année en année, sans que ça change, sans que les pontes, c'est-à-dire les mecs les plus hauts en termes de vues et d'influence ne changent. T'es là, merde, qu'ils aillent se faire foutre, quoi. Alors soit tu te bats, soit tu restes dans ta caverne et tu fais tes trucs de ton côté, quitte à avoir 2 vues par vidéo. Au moins tu sais que ces 2 vues, c'est des gens qui ont de la considération. Et quand tout d'un coup les gens, parce que tu tapes un peu sur tout ce qui tourne autour de toi, quand t'as les gens de tout en haut qui tout d'un coup te trouvent et sont en train de pas de se moquer de toi, mais d'avoir des considérations vis-à-vis de toi, mais des considérations qui ne te touchent même pas, bon, tu ris fort, quoi. Et tu te dis à quel point, en fait, ces gens sont déconnectés aussi. Ils sont déconnectés de tous les autres YouTube Cinéma ou ceux qui épousent leur ligne éditoriale. Tout ça, c'est... Faut pas croire que c'est autre chose que de la politique comme les pires politicards que nous avons en France. C'est la même chose. C'est la même chose. Il y a juste le moins pire, hein, évidemment, et les catastrophes. Parce que je suis sûr, pour certaines personnes, je suis une grosse merde. Hein, les trucs imbitables, les podcasts de 2h40, le manque d'attrait visuel de la chaîne, le non-intérêt pour l'actualité. On peut trouver des défauts à ma chaîne, il n'y a pas de mal. Hein. Mais c'est de la politique éditoriale. Donc on tend à se rapprocher de la politique éditoriale des gens qu'on apprécie, évidemment. Et sans que ce soit forcément lié à la production des vidéos, mais ça peut être tout simplement les films qu'on fait, qu'on choisit de présenter sur la chaîne. Et ça se voit quand les gens sont invités en live. T'as toujours les mêmes qui tournent en boucle ensemble. Bah oui, parce qu'ils se sont retrouvés éditorialement. Comme disait Anthony Benguigui, j'ai toujours aimé cette expression, Cinefiles, le bar un peu select. Je sais pas s'il est encore là, Anthony, je pense que non, mais je suis d'accord. C'est un bar un peu dans une petite ruelle, mais tu sais que si tu vas dans ce bar, il y aura des choses à manger et à boire. Voilà, et tu seras toujours bien reçu. Bon, en tout ça, tu seras reçu à la hauteur de la nature du bar. C'est-à-dire de la critique cinéma, du questionnement sur les films, de l'analyse de séquences. Le barman, il est sympa, on peut parler avec lui. C'est quelqu'un qui ne se fiche pas, qui essaye de renouveler les types de films. Et si ce n'est pas renouveler le type de film, c'est renouveler un questionnement sur le film. À aucun moment,
je traite 5 films américains d'affilée de la même façon. À chaque fois, j'essaie de me poser questions. J'ai pas une grille de lecture d'un film et après je coche les trucs dans la grille et puis c'est tout. Ma façon de questionner Horizon, ça n'a rien à voir avec ma façon d'avoir questionné Gladiator 2, par exemple. Je suis d'accord. Alors je suis d'accord avec toi sur la moitié de ta réponse, Madoz. Tu dis Crost et Chroma sont des bons exemples de l'intérêt de développer un esprit critique à mon sens. Alors, en effet, ce sont des bonnes portes d'entrée, mais pour moi, ces vidéos-là ne font absolument pas le travail de porter une réflexion critique ou un questionnement. Je dirais plutôt qu'ils, si je devais être un peu méchant, en effet, ils permettent de développer un intérêt particulier pour le sens critique en critiquant ces émissions, justement, Crost et Chroma, pour se rendre compte que c'est de la merde. Donc, dans un sens, ces vidéos, ces émissions font un peu le boulot, mais pas dans le sens qu'on voudrait. Oh, je suis un peu méchant parce que j'aime pas ce qu'a fait Karim, mais moi, je peux le percevoir comme ça. Dépasser ses idoles, bon, pas forcément, mais enfin, il faut remettre en cause les choses, sans vouloir démolir les idoles à chaque fois, hein. Mais il faut se dire, ok, par exemple, mon travail sur le montage, là, que j'ai fait, là, cette vidéo essai sur le montage que j'ai pu faire, elle est incomplète. Et la première chose que m'a dit un bon ami, enfin j'espère un bon ami à moi, Desgadi, sur X, il m'a dit « Oh, c'est incroyable ta vidéo parce qu'on peut percevoir vraiment toute l'ouverture que tu nous donnes et c'est dommage que tu n'aies pas parlé de grands thèmes de montage comme le montage interdit, montage mon beau souci qui sont des textes assez importants sur le montage. » Et moi je lui ai répondu « Tu as absolument raison, c'est une porte d'entrée. » Et il est clair que des textes comme ça, surtout montage interdit, moi je le trouve très très important, montage interdit, ce sont des notions que j'ai envie de discuter aussi. Mais le fait qu'elle soit absente dans cette vidéo amène à réfléchir. Pourquoi j'ai pris cet angle-là quand j'ai parlé de montage? Parce que je suis influencé par le montage à l'américaine, le montage qu'on peut dire classique. Voilà. Et je préférais, pour une première vidéo, de parler ce qu'on peut tous connaître, hein, c'est-à-dire un montage classique, un montage, comme on dit, invisible, où il y a des fois des travails de forme particulières, par exemple le souffle de Peter O'Toole sur l'allumette qui amène au lever de soleil. Ça, c'est un moment esthétique très fort, où le montage invisible disparaît pour tout d'un coup montrer une sorte de fulgurance. Hein. Je préfère commencer en vous disant... Voilà, moi je considère que ceci, c'est une base de réflexion saine, classique, et à partir de cette base, on va creuser un peu plus, peut-être certaines notions que j'ai évoquées dans la première vidéo, dans la seconde, ou dans la troisième, je ne sais pas quand je ferai de nouveau une vidéo sur le montage, pour essayer de voir avec d'autres exemples, peut-être des exemples plus vicieux sur le montage, comment voilà, on peut faire émerger une idée via le montage, qui est plus difficile que simplement faire un montage entre Chaplin qui montre, vous savez, les moutons au début, et après les gens qui sortent du métro. Bon, ça c'est plutôt évident, c'est facile. Mais ce qui est plus difficile, c'est par exemple le montage qu'a fait Eisenstein dans La Grève. C'est de créer un lien entre une révolution, enfin une manifestation qui se fait mater à coups de fusil et l'abattoir. Parce que le projet d'Eisenstein, c'est de montrer que les gens se font abattre comme des animaux. Le souci est que le public à qui c'était destiné, c'était des gens qui travaillaient, qui pouvaient travailler aussi dans les abattoirs. Donc ils ne voyaient pas le rapport de violence qu'il y avait entre la séquence d'abattoir et la séquence de la révolte populaire matée dans l'œuf. Parce que Eisenstein, pour lui... c'est parce que, j'allais dire, c'est un bourgeois. C'est qu'en fait, il s'est trompé de public. Pour lui, c'était une violence. Mais parce qu'il n'était pas au niveau du public qu'il voulait viser lui, c'est-à-dire la masse. Et ça, c'est un exemple de montage qui est intéressant. Parce qu'on fait le montage, mais on fait toujours le montage par rapport à un public type. On peut imaginer, voilà, un public, parce que déjà, quand on fabrique le film, on est spectateur, on est le premier spectateur en tant que monteur. Sauf qu'on doit aussi à un moment se projeter par rapport des masses. Donc ça, c'est un truc qui pourra être élaboré par la suite. Et ça, c'est parce qu'il y a eu... Tout ça pour dire, Madoz, c'est un esprit
critique qui m'a fait émerger cette idée-là. À partir d'une vidéo qui me semble bien, mais parce que mon ami a poussé le bouchon de l'esprit critique plus loin que ce que j'avais dit dans mes vidéos, que ça fait émerger des possibilités. Et de même que si je devais revoir pour le plaisir d'en débattre aussi des émissions de Karim, bah, je pousserais en fait l'esprit critique sur ok, il y a des gags, très bien, c'est rigolo, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a en fait? Et on pousse, voilà, plus loin. Est-ce que ça va plus loin que le gag? Est-ce que les 5 dernières minutes de chacune de ces vidéos peuvent tenir le propos qui manque aux 15 minutes avant? La question elle est là. Est-ce qu'il y a un propos dans ces 15 minutes où on te présente des incohérences et tout ça? Par moment, il y en a. Mais il ne s'agit pas simplement... Tu vois, je prends par exemple sa vidéo sur Rollerball. J'ai un exemple qui me vient en tête. À un moment, il dit qu'il y a un problème de raccord. Le montage, il est mal fait. Il dit après, oui, mais parce que le film, il a eu des difficultés de tournage, il n'a pas eu la main mise sur la post-prod et tout ça. Oui, mais ça, c'est une réponse factuelle. Mais qu'est-ce que ça peut encore développer davantage en esprit critique? Parce que des fois, la forme échappe au réalisateur. Ok? Ça, c'est la conclusion qu'on pourrait dire du rapport entre ce que nous voyons et la conception du film. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller encore un peu plus loin de cette pensée-là? On peut parler, je crois que d'ailleurs il évoquait le terme de film malade. Mais est-ce que c'est justement pas plus intéressant d'avoir de temps en temps des films malades pour percevoir en fait le défaut de forme et d'avoir, comme souvent on dit, le rapport de voir des films mal faits pour se rendre compte que la différence entre un film bien fait et un film mal fait. Il disait que le film buguait, ouais, totalement. Mais je pense que là où Karim s'est arrêté dans le raisonnement, il y avait moyen de le pousser. Et je te parle juste de ce tout petit morceau où il montre ces moments où il y a un problème de montage, que ça cut mal, qu'il y a un jump cut raté. Juste ce tout petit moment, tu peux le pousser un peu plus loin. Juste un peu plus loin. Mais ça nécessite beaucoup de réflexion et de formulation. Et ça, je pense qu'il ne l'avait pas, le temps. Il n'avait pas le temps. Faire des blagues, c'est facile. Il faut juste faire un bon timing et c'est bon. Et honnêtement, c'est pas compliqué de faire des blagues. Hein. Mais par contre, articuler sur toutes les incohérences et les trucs qui ne vont pas dans le film et articuler un propos qui va te lier tout cela, alors là, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et ça, il ne l'avait pas. Et je pense que c'est en partie pour cela que ces vidéos sont pour moi limitées. C'est des vidéos qui ne sont pas là pour porter une réflexion, un questionnement. Enfin, ce sont des vidéos qui sont avant tout là pour amuser la galerie. Et après, donner un peu de grain à moudre. Mais le grain à moudre est insignifiant. Mais Sociorama, j'ai bon espoir que s'ils regardent le Nosferatu de 2024, ils vont peut-être regarder celui de 1922. Et le film de Herzog. Par curiosité. Et ils vont se dire, oh, quand même, il y avait des trucs de fou en 1922. Attends, je vais en regarder un autre. Bien sûr, il y aura pas de gens qui le feront, cette démarche. Mais il y en a qui le feront. Et ceux-là, ils peuvent être sauvés. Ils seront sauvés par le Messie du cinéma. Mais encore une fois, je l'ai déjà dit, Sociorama, depuis des années. Il ne faut pas les faire attaquer tout de suite le film de 1922 ou des vieux Kurosawa et tout ça. Il faut aller progressivement, il faut descendre dans la généalogie des films. Tu leur montres Cyberpunk? Ils ont joué à Cyberpunk? Très bien. Tu leur montres Ghost in the Shell. Et après Ghost in the Shell, tu leur montres Blade Runner. Et après Blade Runner, tu leur montres Metropolis. Tu descends comme ça. Tu vas pas tout de suite commencer de Avengers et tu vas le jour suivant regarder du Bergman. Il faut progressivement faire descendre le rythme. Et il faut aussi qu'ils soient accompagnés par quelqu'un en qui ils ont confiance. Si tu as quelqu'un à qui tu fais confiance, qui te dit on va voir un film de 1916 qui tue sa race, et que tu sais que c'est une personne qui t'a toujours bien conseillé, t'as toujours aimé ses conseils, eh bien, tu lui fais confiance, tu vas regarder ce film de 1916. Alors en effet, l'éducation à l'image en école, donc collège et cinéma te force un peu la main, mais ce sont aussi des gens qui ont poncé le film, qui vont aiguiller les enfants. Et il y a beaucoup de très bons choix. Hein. J'avais vu il y a quelques années les quelques choix qui émergeaient, il y avait des trucs bien. Hein. Moi, à titre personnel, quand j'ai eu au lycée les trucs de cinéma, j'avais L'Aurore de Murnau.
Voilà, c'est formidable. C'est formidable d'avoir l'horreur de Murnau. J'avais 2046 de Wong Kar-wai. Ça, c'était beaucoup plus dur. Mais il y avait quelque chose qui émergeait. Mais c'était beaucoup plus dur. Mais c'est grâce à mon travail sur 2046 au lycée que j'ai aimé The Grandmaster. Et que j'ai un peu mieux compris The Grandmaster aussi. Et j'ai revu 2046 là récemment. C'est une merveille. Hein. C'est une merveille. Mais c'est très dur à cerner. Hein. Mais c'est incroyable le film. Et j'ai eu L'Homme des Hautes Plaines avec James Stewart. The Man from Laramie. Je crois que c'est le terme L'Homme des Hautes Plaines. Ou des Plaines perdues, je sais plus. Le titre français est un peu différent. Et donc ça, c'était des films où j'avais des livrets, j'avais une grosse documentation. Hein. Et j'ai beaucoup aimé ce moment où on rencontrait des films qui nous étaient pas destinés, qu'on ne serait pas allé naturellement vers eux. Et finalement, c'était formidable. Récemment, j'ai vu pour la première fois Night on the Hunter, donc La Nuit du Chasseur et le Frankenstein, et c'est vrai qu'y aller progressivement est beaucoup plus agréable et fluide, et ça tue. Eh bien, je suis bien content de l'entendre, ma dose. Si tu es aiguillé par des listes, par exemple, tu sais, les 100 films à voir avant de mourir, ou des choses comme ça, et que tu y vas progressivement, ne pas se forcer à voir des films qui pourraient te sembler un peu austères, mais te sentir être au bon moment dans une bonne mentalité, tu vas bien le réceptionner et plus tu vas en voir, plus tu vas peut-être avoir envie d'en voir davantage. Valérian, lui, n'est pas réellement communautaire et Debbach si. Ben, ça dépend ce que tu appelles être communautaire. Enfin, moi, je considère qu'à vue de ce que j'ai pu percevoir de Karim et sa façon de s'adresser aux gens, moi, c'est clairement le gars de 30 ans qui veut en paraître 20 en harpaguant les gens dans son chat comme si c'était leur meilleur pote, alors clairement, c'est pas le cas. Pour moi, c'est de la surface. Je considère pas ça vraiment être super communautaire. Et puis, être communautaire, c'est pouvoir discuter directement avec les personnes. Vous, si vous voulez discuter avec moi directement, il n'y a aucun souci. Vous venez sur Discord, vous me demandez, je viens et on discute. On ne peut pas faire plus communautaire que ça. Je suis quelqu'un de timide, ça, absolument. Je suis tout à fait d'accord. Mais dire que je ne suis pas communautaire, ça c'est faux. Et je ne suis pas en train d'avoir un persona. Moi, mes FAQ, c'est pas de la blague. Parce que, excusez-moi, vous revoyez la FAQ, je sais plus si c'était celle de Chroma ou de Crost qu'a fait Karim, c'était de la blague. C'était pas quelque chose de communautaire. Je sais pas sur quels arguments tu affiches Karim comme communautaire, mais moi je trouve pas vraiment. Hein. Après, t'as peut-être vu des trucs que je n'ai pas vus, hein, ça c'est possible. Bah, j'essaye, quand je suis un FAQ, quand je discute avec vous, de ne pas créer un fossé entre moi quand je fais des critiques et quand je commente des films et quand je parle directement avec vous. Ou quand je suis directement en vocal avec vous sur Discord. J'essaye qu'il n'y ait pas de différence. Y a des trucs que je bloque évidemment, hein, et des trucs qui n'ont rien à voir aussi, des trucs perso et tout ça. Mais généralement, il n'y a pas une différence dans la façon de s'exprimer. Je ne tiens pas un personnage sur la chaîne. C'est essayé de naturel. Alors, ça peut me jouer des tours. Pour l'instant, ça n'a pas trop été le cas. Parce que je suis une petite chaîne aussi. Hein. Il y a quand même, je pense, une direction que je prends qui n'est pas la mauvaise. Et si on veut durer dans le temps aussi. Il y avait Armand Leroux sur X, donc c'est un monteur YouTube, qui disait « Les monteurs internet sont des créateurs refoulés ». J'ai trouvé cette phrase amusante, j'avais envie d'un peu la commenter, sans trop savoir ce que j'allais dire dessus. Hein. Je suis pas sûr, alors ça dépend les backgrounds de chacun, hein, mais je suis pas certain que ça soit réel, cette affirmation. Les monteurs internet, donc les monteurs qui fabriquent des choses pour le contenu internet, sont des créateurs refoulés. On peut peut-être le percevoir quand on voit tous les effets, tous les graphiques, la motion typo qui sont utilisés dans certaines vidéos YouTube. Et ce sont des techniciens de création qui sont assez forts. Pour autant, est-ce que ce sont des créateurs refoulés, c'est-à-dire des gens qui avaient des véritables aspirations à faire autre chose que ça, mais finalement ils font de l'internet? Ah, ça, c'est pas dit. Parce que le créateur, c'est forcément celui qui fait le clown devant la caméra. Ah bah, c'est celui qui ordonne la vidéo, mais c'est aussi quelqu'un qui va orienter la création. S'il veut pas de la motion typo type Apple, ben le créateur, donc le créateur de la vidéo, donc celui qui va tout monter et tout refabriquer,
qui a reçu les rushs, bah lui il va pas le faire du coup, parce que c'est quand même le créateur de la chaîne qui demande certaines choses. Mais ça veut pas dire pour autant que c'est un créateur à part entière qui serait refoulé. Il y a des gens qui n'ont aucun esprit créatif pour créer des choses pour eux, parce que souvent les créateurs c'est pour eux qu'ils créent avant tout, et après si ça rencontre le public c'est juste merveilleux, mais ils s'expriment eux. Il y a des monteurs qui ne veulent pas s'exprimer eux-mêmes, et généralement quand ils s'expriment eux-mêmes ils veulent reprendre des formules. Il y a un vrai problème de création en fait, parce qu'il faut être créatif dans la vidéo même, il faut aussi être créatif dans le texte et dans l'histoire. Prendre la parole des autres et la travailler, et en faire une bonne vidéo, mais quand il s'agit d'eux-mêmes s'exprimer, il y a du chemin à faire. Ce n'est pas impossible, hein, je ne dis pas qu'on ne peut pas y arriver, mais il est clair que le départ, on se pose même la question de qu'est-ce qu'on peut dire. Il y a des bons techniciens et des artistes, c'est ça. Il y a des techniciens qui sont aussi des artistes, sauf que bon, pour gagner de l'argent, ils ont plus de succès en tant que technicien qu'en tant qu'artiste. Mais ça n'empêche pas de créer à côté. La question est, pour les gens qui se lancent sur YouTube ou des techniciens qui créent à côté, est-ce qu'ils ont envie de raconter quelque chose d'eux-mêmes, hein, ou alors c'est pour expérimenter eux-mêmes une narration qu'ils ont tant et tant maintes de fois subie pour d'autres, en tant que technicien. Moi, la question, elle est là. Je pense que le conditionnement des monteurs YouTube, tout d'un coup, quand on leur demande de s'exprimer eux-mêmes, ils vont s'exprimer de la même façon qu'ils ont exprimé les idées des autres créateurs sur YouTube. C'est très difficile de sortir du carcan quand on est si habitué, quand on fait ronronner une formule. Mais je voulais revenir sur cette citation. Et cela va sans dire, parce que c'est une continuité. L'hostilité de ces mêmes monteurs, pas systématique, mais si ce n'est pas une méconnaissance, une hostilité envers les connaissances artistiques, historiques du cinéma de la part de gens qui font dans l'audiovisuel. Et ça, j'en avais déjà parlé dans des FAQ précédentes. Clairement, faire de la pratique sans la théorie. Je suis pas certain que l'un soit facilement détachable de l'autre comme ça. Et j'entends bien de la théorie artistique. Parce que de la théorie, oui, il faut connaître théoriquement comment fonctionne un logiciel, on est d'accord. Mais la connaissance artistique, ça, faire l'effet parce que c'est stylé, ça ne suffit pas. C'est même plutôt paresseux de formuler comme ça. Mais peut-être parce que les gens n'ont pas suffisamment été confrontés à quelqu'un qui les met dans leur retranchement. Ça, c'est possible. Mais je trouve ça terrible, en fait, que on a des gens très performants quand il s'agit de créer, qui sont après incapables d'exprimer artistiquement des idées. Ou des idées, on va dire, complexes. Alors que on pourrait, dans ce cas-là, faire la distinction entre le cinéma qui serait un cinéma utilitaire, réellement, et un cinéma qui serait un cinéma concerné, pour lequel les gens se sentent vraiment concernés. Donc c'est le rapport que disaient Danet et Douchet sur le cinéma, dans leur conversation. Le cinéma utilitaire, c'est les vidéos YouTube, quoi. Et le cinéma concerné, c'est les vidéos artistiques. Ou artistiques avec des vertus artistiques. Être utilitaire n'est pas une vertu. C'est plus un processus. On va dire quelque chose qui est de l'ordre robotique. Est-ce que ces vidéos nous concernent ou non? Oui ou non? La question, elle est là. Mais c'est comme pour le cinéma. Un cinéma qui est que avec des effets esthétiques n'est plus qu'esthétique. Mais être esthétique ne veut pas dire être artistique. C'est un cinéma, c'était ce que disait Emmanuel Mouret quand il parlait dans l'émission Le Cercle. Il transmettait la parole de Ettore Scola. Le cinéma, on y entre ensemble et on peut douter. Le cinéma est là pour douter. Douter de tout. Et c'est justement par le doute et le conflit de pensée qu'il y a quelque chose qui émerge. Et même artistiquement, on peut douter. C'est-à-dire que les choses ne sont pas parfaites. Parce que l'esprit humain n'est pas parfait. Un film parfait n'existe pas de toute façon. Il y a juste un film qui est compris ou incompris par les gens. Parce que le réalisateur, il a une vision, il raconte quelque chose, et après, arrivons-nous à épouser cette vision ou non? Nous plaquons naturellement notre vision sur ce film-là, qui est peut-être la vision du réalisateur ou pas. C'est pas grave si on ne croise pas la vision du réalisateur. Et encore une fois, le contexte n'est pas nécessaire à notre plaisir ou non-plaisir.
on n'a pas pris de plaisir devant ce film, c'est pas grave. Il y en a plein d'autres. Il n'y a aucun souci. Faut pas faire une fixette sur un film parce que tu l'as pas aimé. C'est pas grave, du tout. Mais faut amener un petit peu de culture là-dedans. Hein. J'avais vu une citation de Ayn Rand qui disait la société de masse ne veut pas de culture mais des loisirs. Et pour moi, on a un petit peu ça sur YouTube. Est-ce que tu as l'impression de faire tes devoirs face à Bergman ? Tu mets le point sur quelque chose. Je dois, oui, un petit peu me forcer pour voir des films comme ça. Pour moi, ce n'est pas naturel. Donc oui, pour répondre à ta question, voir des fois des films un peu anciens comme ça, des grands noms, des grands classiques. Par exemple, pour moi, faire mes devoirs, c'est clairement voir du néoréalisme italien. Clairement. Alors là, pour moi, c'est pas du tout ma tasse de thé. Je traîne un peu des pieds, mais je me dis à un moment, je vais en voir un. Voilà. Et après, comme une bonne friandise après le calvaire, je vais regarder un bon film bien débile. Vous savez, du style, je regarde un des premiers films d'Antonioni, Chronique d'un amour, je crois que c'est le nom, et juste après, je regarde un film d'animation américain. Voilà, pour compenser la difficulté que j'ai eue à rentrer dans le film, à m'intéresser au film, à pas somnoler devant, parce que le sujet ne m'intéresse pas, ou l'histoire ne m'intéresse pas. Eh bien je compense avec un petit truc, une petite friandise. Voilà. Mais en attendant, j'ai vu le film de Antonioni. Le problème, c'est qu'il me marque pas, donc je m'en souviens déjà plus. Mais je pourrais dire que oui, je vois à peu près ce que c'est. Mais c'est difficile de les faire vivre après en souvenir. Mais il faut bien tester. Il faut faire le test. Et à un moment, ça va marquer. Donc il faut se faire violence et par moment avoir un peu la curiosité. Et si c'est trop dur, bah, jouez à la récompense. Regardez ce film-là et après vous avez votre petit film récompense. Et en cela, vous pourrez fonctionner comme ça. Et c'est pas déviant de fonctionner comme ça. Parce qu'en attendant, vous faites aussi une culture du classique. Qui sont peut-être des classiques difficiles pour vous. Tout est bon, toutes les techniques sont bonnes pour regarder des vieux films. Ou par exemple, moi j'ai regardé des films muets avec des musiques qui n'ont rien à voir. J'ai mis des musiques de Hans Zimmer sur The Black Pirate. Et je peux vous assurer que ça marche super bien. J'avais mis du Kung Fu Panda sur The Black Pirate, je me rappelle. Moi, je vais évoquer un petit sujet rapide. A-t-on besoin de connaître le contexte d'une œuvre pour apprécier la dite œuvre ? Justifier des choix de réalisation par une psychologie de comptoir, je trouve ça un petit peu exagéré, un petit peu excessif, et même dans un sens un peu malvenu pour après donner de la valeur à l'œuvre. Est-ce que vraiment ça change réellement le point de départ de la réception de la dite œuvre ? Vous n'aimez pas une œuvre quand vous venez de la voir, que vous connaissiez tout le travail qui a été fait dessus, ou le film soit inséré dans la filmographie de l'auteur, enfin, ça va pas changer votre avis sur le film. L'avis profond, ça peut vous faire comprendre des choses. Mais si vous n'avez pas reçu du plaisir, c'est pas avec une description de l'enfance du réalisateur qui a amené à des choix colorimétriques sur le film qui va vous faire changer votre avis de sortie de film. Ça, c'est presque des choix de geek pour essayer de trouver de la valeur là où on peut la trouver. Je fais référence au débat que Samir a eu avec Emmanuel Burdeau sur une des vidéos, je crois que c'était celle sur Ken Russell, je sais plus de quel film de Ken Russell, il me semble, de Mr. Bobine. Et Emmanuel Burdeau disait justement que avait-on besoin d'un si lourd contexte pour faire apprécier l'œuvre à quelqu'un ? Honnêtement, est-ce que tu as vraiment besoin de débatouiller un film pendant presque 40 minutes pour convaincre quelqu'un que l'œuvre est intéressante ? Pour faire aimer l'œuvre, finalement. Moi, je suis pas certain. Je trouve que c'est presque une manœuvre un peu désespérée. C'est qu'on on secoue le film, on le tord dans tous les sens pour l'essorer jusqu'à la fin, pour après faire émerger des points positifs. C'est quand même être un peu désespéré. Ça veut dire que le film ne se laisse pas... le film ne se laisse pas aimer facilement. Charles, tu dis, ça dépend, il vaut mieux se renseigner sur les événements si nous regardons des films sur la Seconde Guerre mondiale. Oui, mais ça n'a rien à voir avec faire un film. Je te parle de film en tant qu'objet de cinéma. Il y a des contextes qui
qui sont propices à ce que tu aimes ou ce que tu détestes. Il y a des gens qui détestent les films de guerre, quelle que soit la qualité du film. Mais là, quand je te parle vraiment en tant que film, en tant que fiction, si je puis me permettre. À titre personnel, j'aime énormément les films en milieu carcéral. Même si le film, il est nul à chier en termes de cinéma. Par exemple, Hooligan 2, c'est pas un film très bien réalisé, hein. Ou on va dire il est réalisé d'une façon quelconque. Mais j'ai beaucoup aimé le film, parce que c'est le milieu carcéral, c'est comment dire, le contexte d'histoire qui prend le pas sur toutes sortes de considérations de cinéma. Et là, c'est même pas contexte de production, contexte psychologique du réal là, qui rentre en compte. C'est vraiment le cadre, je devrais dire. Là, dans la question, c'était bien connaître le contexte. Donc le contexte de la création de l'œuvre. Moi, je pense que non. Hein. Alors, il faut se battre aussi contre les gens qui ne font que donner de la valeur par le contexte. Vous savez, toutes les vidéos, Clara Runaway, des choses comme ça, même Mr. Bobbin quand ils s'y mettent, hein, le groupe d'écriture, c'est énormément de contexte et finalement, ils arrivent à lier les deux. Mais des fois, le contexte prend une telle part que j'ai l'impression que ça se noie. Finalement, on parle même plus du film. De pas commencer par les émotions. Moi, ça m'a toujours posé un problème. Oubliez que le film, c'est de l'émotion. Oubliez que le film, ça reste d'abord quelque chose de fun et tout ça, avant d'être dans des trucs de théorie ou tout ça. Et ça, c'est très marrant de l'entendre, parce que c'était Johan du Ciné Club qui disait ça, là, qui avait relayé un passage, une photo, une image qui évoquait ça. Et c'est parmi ceux qui sont les plus adeptes de contexte quand il s'agit d'expliquer ou de présenter une œuvre. Donc je trouve ça un peu paradoxal, mais c'est intéressant de voir qu'ils perçoivent que c'est une bonne chose vers laquelle on doit tendre, mais ils ne tentent pas vers cette chose-là. De même que, voilà, je suis en train de regarder, parce que c'est tellement indigeste, je suis en train de regarder la vidéo de Victor Norex. Bon, il y a des choses qui sont factuellement justes, hein, qui sont très bien, qui sont bien racontées, bien présentées, mais par contre... Enfin, c'est presque inhumain de considérer le film comme uniquement un objet théorique. C'est le but de Victor, hein, de faire ces vidéos de cette façon. Hein. Ça rend le film indigeste. Enfin, il n'y a plus d'émotion dans ce film. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de fun, il n'y a plus d'émotion, il n'y a que de la théorie et je trouve ça lourd. Surtout qu'il y a des choses qui sont complètement dans son esprit. Hein. Il n'y a que lui, hein, qui pense ça. Hein. Mais bon, on connaît le personnage. On ne pouvait pas s'attendre à autre chose que ça. Et ça donne la plus-value de sa chaîne aussi. Ces espèces de théories, de films cerveau, de films qui obligatoirement parlent du film et pas d'autre chose. C'est une théorie qui peut être valable, hein, mais je trouve qu'à un moment, on tourne un peu en rond. Et à quoi bon, en fait, dire qu'un film parle d'un film? Qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait? Ça renforce aussi l'incapacité des gens à comprendre les émotions des films, si on ne passe pas le temps à les questionner. Mais à un moment, il le fait, hein. Tout le rapport à la nourriture, il le fait. Hein. Mais encore une fois, ça reste indigeste. Trop de choses. C'est trop saturé de théories, ces vidéos. Il aurait dû être moins exhaustif, je pense. Et puis regardez, par exemple, moi, j'ai peu théorisé sur Vertigo. Pardon, sur Fenêtre sur cour, pardon. Sur Fenêtre sur cour. J'ai peu théorisé, j'ai peu écrit, j'ai peu lu des trucs sur Fenêtre sur cour. Je regarde la vidéo de Victor. Ça change pas vraiment mon avis sur le film. Ça a même presque tendance à le dévaluer. Pourquoi? Parce qu'il y a un dégueulis théorique. On veut me mettre des images sur un film pour lequel je prends juste du plaisir à regarder. Et je pense pas que ce soit une bonne chose. Donc je pense qu'en effet, on n'a pas besoin de connaître le contexte pour apprécier l'œuvre. Mais plus que ça, je pense qu'on n'a pas besoin d'un lourd contexte pour faire apprécier l'œuvre. Des gens qui viennent vous parler de films parce qu'ils ont envie que vous voyez le film, à commencer à vous parler du contexte des films, c'est des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un spectateur. Et des gens qui ne se posent pas des questions sur comment doit-on communiquer autour d'un film. Vous communiquez autour d'un film, autour des émotions. C'est comme ça. Les films communiquent sur ça. Quand vous communiquez à quelqu'un sur les films, faites-le dans ce sens. Dans ce sens premier. Après, vous pouvez développer, si la personne trouve un intérêt à vous entendre. Mais ne commencez pas par des contextes. Il ne faut pas commencer à partir dans les étoiles et à refaire toute la vie du personnage. On s'en fout.
Il y a être exhaustif pour soi-même, et après, comment communiquer. Et vous l'avez perçu, en fait, dans le changement de ma chaîne. Les gens qui me suivent depuis très longtemps, ils ont vu qu'il y avait un changement dans la façon dont j'aborde les contextes de production, et peu à peu, ça s'est dilué, en fait, ces choses-là. Avant, il y avait beaucoup plus de l'ordre de contexte de production. Maintenant, c'est toujours inséré dans d'autres dynamiques. C'est pas gratuit comme ça, en liberté. Non, non, maintenant c'est dépendant d'autres éléments. Parce que je me suis rendu compte que ça servait plus à rien. Ou que ça pouvait me servir à moi pour mon information personnelle en tant que communicant autour du cinéma, mais que quand je devais formuler une critique, ce n'était pas important de le formuler. Et puis souvent, vous pouvez trouver les infos. Moi, ça me fait marrer la Clara Runaway qui fait que ça. Elle a du succès, très bien, mais parce que les gens ne veulent pas faire d'efforts aussi de chercher les choses. Et c'est un effort intellectuel sans pression. Il ne s'agit pas de dire faire un effort comme Macron a dit faire un effort. Ça n'a rien à voir. Il s'agit de faire un effort pour toi, intellectuel pour toi, sans pression. Uniquement la pression que tu veux bien te donner, évidemment. Quand le film n'est intéressant que par son contexte, il n'est pas bon en soi. Il peut être bon, mais c'est parce que le film est issu d'une certaine époque, ou d'un certain pays qui n'est pas le nôtre. Donc il nous manque des morceaux. Donc là, je peux comprendre qu'on a besoin d'un peu de contexte. Charles Daniel, tu parles de 2046. Oui, là, on a besoin de quelqu'un qui est à l'aise avec le cinéma de Wong Kar-wai, qui est à l'aise aussi avec son idée. Mais tu peux ressentir des choses devant 2046. Mais c'est tellement loin de notre culture et tellement loin de notre matraquage hollywoodien. Hein. Mais quand il s'agit de vieux films un peu bizarres, on a besoin d'un petit peu d'aide parce qu'on n'est pas issu de la génération qui a vu le film. Ça, c'est compréhensible. Quand on n'est pas japonais, il y a des choses qui se passent dans les films japonais qu'on ne comprend pas trop. Notamment le sens de l'image, ou les couleurs. Des choses aussi basiques que ça. Et quelqu'un qui connaît le sujet, il pourra mieux aiguiller. Là, je peux comprendre. Mais il s'agit de compréhension. Encore une fois, il ne s'agit pas de aimer, pas aimer. Ce genre d'analyse hyper théorique, ça peut être un complément à l'émotion. Tu réceptionnes un film de manière purement sensorielle et après, tu vois ce qui t'a provoqué telle ou telle émotion. Oui, mais généralement, la personne qui fait le travail de théorie a un mal de dingue à créer le lien. Donc c'est à toi de refaire encore un lien entre ce qui est dit, théorique, et l'émotion. Généralement, le théoricien ne fait pas ce travail. Et c'est dommage d'ailleurs. Parce qu'on est sur une démonstration, pas une analyse de séquence comme moi je fais. Généralement, quand moi je fais l'analyse de séquence, je pars toujours des émotions. Je parle du plan. Et après, je développe le langage et la technique qui amène à telle émotion. Généralement, les gens qui font leur théorie, comme c'est le cas pour Vincent Norek et le Fenêtre sur cours, c'est qu'il a une idée et il va le développer dans le film. Ouais, mais sauf que, bon, là, tu forces une idée théorique. C'est pas à partir de l'émotion, tu amènes l'idée. C'est l'inverse, en fait. Il y a un truc qui va pas, en fait. Parce que c'est compliqué aussi, parce que là, c'est des techniques de communication. C'est même plus savoir ou pas savoir, avoir l'information ou non. C'est communiquer avec un public qui n'a peut-être pas envie de savoir. Donc, il faut que tu le convainques de s'intéresser à ce que tu dis. Donc, c'est encore plus dur. Donc non, là on est, tu vois, hors même connaissance sur le cinéma. Et ça, même moi, il y a plein de fois où je n'y arrive pas. Hein. Vu l'échec répété des grosses productions hollywoodiennes récentes, penses-tu qu'un nouvel Hollywood soit possible? J'entends par là un retour à des films au budget moins faramineux et portés par des propositions artistiques plus affirmées. Le nerf de la guerre devient de plus en plus la distribution, la promotion des films. Mais tu as toujours eu des petits films qui avaient des propositions fortes, des films à moyen budget. T'en as toujours, hein. Il suffit de se renseigner. Souvent, c'est pas eux qui mettent en avant leur budget. Hein. Regardez le tintamarre qu'on a fait sur le budget de Gladiator 2. Mais à côté, il y a d'autres films qui sont sortis, qui avaient un budget bien au-dessus de la moyenne, basse, mais dont on n'a pas parlé. Alors que je suis sûr que ce sont des films qui sont tout à fait convenables. Regardez, par exemple, Smile 2. Il avait beaucoup plus de budget que le premier. Et il y avait des propositions dans le film qui étaient très bien. La séquence de danse dans l'appart, moi j'ai trouvé ça vraiment formidable. Je pourrais pas vous citer de mémoire les budgets, mais ça c'est facilement trouvable, hein, que ce soit sur le Wikipédia anglais ou sur les sites de box-office. Ils ne sont pas forcément portés par une grosse promotion et derrière, parce qu'il y a
il y a un équilibre. On va pas mettre une production de moyen budget à, on va dire, 60 à 70 millions, et à côté, 200 millions de promos. Ça n'a aucun sens. Tu mets 200 millions de promos parce que le film, il a coûté 160, donc t'as intérêt que ça soit vu dans le monde entier. Et pourtant, il y a des films qui n'ont pas eu un gros budget, qui ont très très bien marché au cinéma. Il y a le truc là avec Blake Lively, là... Plus jamais, ou je sais plus le truc là un peu mielleux, romantique, avec deux mecs là, l'espèce de comédie dramatique ou de drame romantique, je devrais dire, là qui est sorti cet été ou en septembre, je sais plus. Ça, c'est un truc de moyen budget, c'est un truc qui a dû coûter 50 millions, peut-être un peu moins, et ça a très très bien marché, hein. Ça fait je crois plus de 300 dans le monde. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on attend par proposition aussi? Mais souvent, c'est affilié à de l'horreur, mais ça peut être aussi affilié à des choses plus subtiles. Moi, j'ai revu La fille du train avec Emily Blunt. C'est super, hein. C'était pas un gros budget, hein, mais il y avait du cast. Le film était bien. Tous ces films, là, les films de Steve McQueen, là, Hunger, Shame, 12 Years a Slave, c'est des films qui avaient un budget. Alors, j'ai pas vu Widows. Mais là, les films précédents qu'il avait fait avant, c'est des films qui avaient un budget confortable et qui étaient des propositions. Ou les films de Jordan Peele, des films qui avaient du budget et qui sont des propositions. Mais je pense que on a du mal à avoir une vision d'ensemble parce qu'on n'a pas tous les budgets en tête et des fois on déstructure un petit peu ce qui se passe dans l'année et on a du mal à avoir une vision d'ensemble. Mais il y a des choses qui se passent. On dit que les moyens budgets ont disparu. Et à un moment, moi, je me suis dit... j'avais fait... Je crois que c'était Écran Large qui disait ça. Je me suis dit, oh putain, ça a l'air d'une grosse connerie. Je suis allé voir les films qui étaient sortis de l'année. Je sais plus, c'était en 2022, je crois, ou en 2023 qu'ils avaient fait ça. C'était quand il y avait Creed 2 qui était sorti. Je sais plus quand c'est. Et donc, j'ai fait un repérage des budgets des films qui étaient sortis, qui avaient... plus ou moins marché, mais en tout cas des moyens budgets qui étaient présents, et il y en avait. Et j'entends les moyens budgets des films qui sont entre 40 et 80-90 millions. Bon, 90 millions, c'est des fois des trucs quand même un peu plus lourdement produits, mais là, quand on commence à dépasser les 120, 130, 140, 150, etc., et ça monte, là, on est carrément sur des blockbusters et ce que certains appellent des tentpoles, donc les pics de tente, donc les trucs qui sont là pour accrocher tout le monde. Et il y en a. La question donc n'est pas l'absence de films à budget moyen. La question serait la liberté. La liberté, tu la prends ou tu peux pas la prendre. Nolan, il l'a prise. Il l'a prise très tôt, en faisant sa boîte de production et en faisant ce qu'il veut après. Et donc ce sont des individualistes, il n'y a pas de camaraderie comme on pouvait le percevoir, de bandes qui se connaissent, hein. J'entends par là comme dans les années 70. On est sur des personnalités fortes qui essayent de rassembler des gens autour d'eux, mais qui ne sont plus un groupe d'individus, un club ou quelque chose comme ça. Bon, là, je me disperse un peu, hein. Mais par rapport à Hollywood même, non, enfin, je pense que un nouvel Hollywood, c'est un groupement de gens, et des gens qui se connaissaient bien. Là, je pense qu'on est plus sur des individus forts, des gens comme Nolan, qui mènent leur barque individuelle, et c'est tout, en fait. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus compartimenté, qui est beaucoup plus régulé. C'était le Far West, hein, en années 70. Hein. On redistribuait les cartes. Là, maintenant, tout est légiféré à fond. Tout ça est craquelle sous les règles et les lois. Tu peux pas faire le Forban. Hein, ça n'existe plus, ça. Il y a quelques films qui arrivent encore, mais c'est des trucs inhumains, quoi. Ça passe par des circuits à part, par des dates précises, des festivals. Il y a des bouches à oreille. Moi, je pense à Hundreds of Beaver, qui était très bien, et qui, là, en France, il galère à se faire connaître, mais c'est par sa présence en festival qui se fait reconnaître, pardon. Évidemment, bonjour. J'ai quand même l'impression que la stratégie actuelle des majors, c'est de tout miser sur des prods, sur des grosses prods. Oui, bien sûr. Après, on n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui est un petit génie et qui arrive avec une belle proposition et que ça séduise les gens. Mais le réalisateur n'a pas son mot à dire parce qu'il est engagé pour ça. Faut pas croire que le réalisateur vient avec son scénario. Non, ils ont une prod et il y a un réalisateur qui vient. C'est tout.
Rares sont les fois où c'est le réalisateur qui vient avec le scénario. Et souvent, quand tu entends les réalisateurs parler, c'est des débiles. Hein. C'est pour ça que j'aime Nolan, c'est qu'au moins, il parle d'une façon un peu sophistiquée, même si c'est pour dire des trucs basiques, mais au moins, t'as l'impression que le mec, voilà, il parle le langage corporate, il parle le langage des producteurs, et il sait distiller ses idées, même s'il n'en a pas des masses dans le film, mais quand elles sont là, elles sont présentes, quoi. On a 3000 ans à t'attendre aussi, ça c'était un budget, un bon budget. Je sais plus combien c'était, mais c'était quand même important pour ce que ça voulait présenter. C'est une proposition qui est forte. Furiosa est une proposition forte. Bon, le problème, c'est que ça a coûté tellement cher et c'était tellement sophistiqué que les gens ne voulaient pas. Hein, parce que les gens souhaitaient quelque chose. Bon, écoutez, on n'a pas eu cette chose, donc ça a été sanctionné. Et puis voilà. Charles Daniel, par rapport à Hollywood, là je vois ton intervention, Mathieu Blum avait dit que c'était cyclique les différentes périodes de cinéma. Je suis d'accord avec ça, on aura bientôt un nouvel Hollywood, mais pas comme on pourrait l'entendre. Je pense que, en effet, peut-être qu'on est déjà dans le nouvel Hollywood, c'est-à-dire qu'on a eu des personnalités très fortes, mais qui n'ont pas l'injonction de venir en même temps, en fait. La transformation est que on a des productions qui sont sans âme mais qui sont créées par un cahier des charges et des individualités fortes qui, par leur individualité et le succès qu'ils ont, arrivent à faire venir des alternatives. Enfin, les gens viennent, je reprends toujours cet exemple de Nolan parce qu'il est très frappant, c'est que les gens viennent pas pour le sujet, mais parce que c'est le réal. Et il n'y a vraiment pas beaucoup de réalisateurs d'Hollywood qui font venir sur leur nom. Généralement, ce sont des acteurs qui font venir les gens. Là, on dit le nouveau film de Christopher Nolan et les gens sautent de joie, regardent le trailer et vont le voir. Et finalement, c'est ça aussi ce que c'était le nouvel Hollywood. C'était des personnalités fortes de cinéma qui viennent avec leurs histoires et ça rencontre un succès. Et les gens y étaient sensibles parce qu'il y avait quelque chose que le réalisateur, à l'époque, et maintenant aussi, ont capté dans l'air et l'ont mis sous une certaine forme qui plaît beaucoup à pas mal de générations. Donc je pense qu'on y est déjà, mais absolument pas comme étant, vous savez, indiqué par une décennie précise. Non, c'est diffus en fait. Il y a quelque chose de la déstructuration de ce qu'on pourrait attendre d'un nouvel Hollywood, mais qui est peut-être déjà présent en fait. C'est des fortes individualités qui ont trouvé le moyen d'être en liberté, d'être libres à Hollywood. Et qu'on leur fasse pas chier jusqu'à ce que, bien sûr, ils se prennent une tôle. Mais c'était le cas déjà de l'ancien Hollywood. Ah, je suis content, merci Charles d'avoir relancé la question du Hollywood par ton intervention. Mais c'était déjà le cas à l'époque. Hein. Les mecs, ils ont eu 10 ans de succès. Et après, il a commencé à y avoir des petites claques derrière la tête avec des films comme Coup de cœur ou Les Portes du Paradis. Et c'était fini. C'était fini. On va voir comment ça se présente. Mais je pense que l'émergence de personnalités du cinéma indépendant, ce qui est clairement le cas de Nolan, mais des gens qui auraient pu aussi continuer mais qui n'y ont pas réussi. Des gens comme Richard Kelly, là donc si je me souviens bien, c'est le mec de Donnie Darko qui a pas concrétisé. Mais il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui ne réussissent pas. Mais il y a pas de mal, hein, mais c'est le jeu. Mais je pense qu'on y est déjà en fait. Mais ça a toujours été le cas. Je trouve que c'est encore plus difficile aujourd'hui. Tout coûte plus cher aussi.